Bonjour à toutes et à tous. L'heure est grave. On doit bien l'admettre que l'heure est grave. Elle est grave pourquoi? Tout simplement parce que Emmanuel Macron, comme vous l'avez appris, a décidé de reconnaître l'État de Palestine. Alors je précise bien, a décidé. C'est-à-dire qu'en fait, il a demandé à personne son avis. Il n'a même pas demandé au Parlement. Non, voilà, moi j'ai décidé que... Boum. Alors c'est assez symptomatique du personnage qui, de temps en temps, se laisse aller dans sa complaisance de pouvoir presque absolu de décider, sans même demander son avis, soit à la représentation nationale, voire même au peuple. Je rappelle quand même qu'on est fin juillet, que dans ses vœux de fin d'année de l'année dernière, il avait dit oui, je consulterai le peuple. On attend toujours. Et ça se trouve, vous verrez, on va finir l'année, il n'y aura même pas eu de référendum, pas de consultation, rien, que dalle. Du blabla. Mais bon, cette décision, elle est symptomatique de quelque chose qui me semble tout à fait flagrant, c'est-à-dire que Macron aujourd'hui a peut-être enfin compris que malgré les petites manipulations, les petits copinages médiatiques, en réalité, il est tellement bas dans les sondages qu'il est aujourd'hui, sans conteste, le plus mauvais président de la Ve République. On croyait que Hollande était déjà bien positionné, mais là, alors, pareil, aux États-Unis, le fait que Macron reconnaisse l'État palestinien, alors, il a décidé, mais il doit valider cette reconnaissance au mois de septembre. Sauf que, vous le savez, au mois de septembre, normalement, il va y avoir la rentrée parlementaire et va y avoir le budget. Et le budget, si le budget est censuré par le Parlement, normalement, Bayrou, il est censé sauter. Donc une telle désaffection, et puis même, je dirais, la situation dans laquelle aujourd'hui la France est, c'est-à-dire dans un pays totalement ingérable, sans majorité absolue au Parlement, avec un gouvernement de bouffons, mais par ce geste, est-ce que quelque part, Macron ne serait pas en train d'essayer de caresser dans le sens du poil cette France, petite bourgeoisie bobo de gauche, humaniste, droit de l'homiste, cette même frange de la population aisée, parfois rentière, qui va dans les manifs pro-palestiniennes, essentiellement, voire même en très grande majorité urbaine. Parce que, sincèrement, c'est quoi l'intérêt géopolitique de reconnaître un État de Palestine? Dans l'état actuel, je dis bien dans l'état actuel de la situation, aucun. D'autant plus que, vous le savez, l'affaire Epstein aux États-Unis soulève intrinsèquement le problème d'une certaine influence aux États-Unis pour empêcher que l'affaire Epstein révèle tout son contenu. Parce que par définition, ça voudrait dire que quelque part, on se poserait la question légitime, mais finalement, pour qui roulait Epstein? Si vous suivez mes vidéos, vous savez, vous connaissez la réponse. En France, c'est pareil. En France, on a cette hypocrisie, et même encore aujourd'hui,
de dire les choses. De dire les choses qu'il y a, et pas seulement en France, mais aussi à l'échelle européenne, un certain lobbying sioniste qui s'active dans différents secteurs, dans différents milieux. Preuve en est, ce qui est quand même formidable, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le Parlement juif européen. Je vous invite à regarder sur Internet, tapez Parlement juif européen. Ouais, à la limite, demandez à ChatGPT qui vous explique ce que c'est. Et vous remarquerez qu'aucun média ne vous en a parlé. Aucun média n'en parle. Pourquoi ? Parce que ce Parlement juif européen est en réalité la succursale en lien avec le Parlement européen pour défendre les intérêts de la communauté juive européenne ou par extension des intérêts sionistes. Et donc, le fait qu'Emmanuel Macron reconnaisse un État de Palestine, ça veut dire qu'il reconnaît l'État palestinien tel qu'il est actuellement aujourd'hui, c'est-à-dire un État administratif dont les deux entités officielles reconnues sont le Fatah et le Hamas. Et là où je ne comprends pas, Macron n'est pas un abruti. Macron, il sait que pour ses ambitions européennes, il aura forcément besoin de certains soutiens plutôt très bien placés dans les milieux financiers. Je veux dire quand même pour un mec qui vient de chez Rothschild, non ? Enfin, je sais pas, hein. Et donc, pourquoi ? Au-delà d'un intérêt électoraliste, ce qui serait très infantile et très basique, voire très maladroit, de penser qu'en reconnaissant un État de Palestine, on s'octroierait l'intérêt ou la curiosité d'un électorat qui dirait Emmanuel Macron, il a reconnu l'État de Palestine, donc c'est bien, donc aux prochaines élections, on va voter pour son parti. Y aurait-il pas quelque part un calcul avec l'idée de savoir que son budget serait sanctionné, que Bayrou saute, et par conséquent qu'il referait une dissolution de l'Assemblée nationale, puisque je rappelle que depuis le mois de juin, il a la possibilité de le refaire. Ça paraît compliqué quand même. C'est possible, mais peu probable. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi maintenant Emmanuel Macron se décide de reconnaître l'État de Palestine ? Au-delà, je vous dis, de l'intérêt électoraliste de caresser dans le sens du poil une partie de la population, alors population musulmane, population rentière, aisée bourgeoise bobo de gauche, des hypercentres, pas la gauche-gauche ou gauche radicale ou gauche extrême, la gauche modérée, la gauche centriste. Il y en a certains qui me disent oui, gauche centriste, ça ne veut rien dire. Ben si, ça veut dire que c'est une gauche, c'est-à-dire social-démocrate, plutôt avec des idées conservatrices dans certains domaines, plutôt sociales, en effet, dans d'autres. C'est-à-dire peut-être cet électorat déçu de la gauche traditionnelle, de la gauche socialiste. Après tout, on a quand même eu des politiciens de certains partis de gauche qui ont retourné leur veste pour aller travailler aux côtés d'un gouvernement macroniste. Donc c'est bizarre. Alors, encore une fois, je précise, c'est une annonce, mais une annonce qui doit être entérinée au mois de septembre.
si ça se trouve d'ici là, au mois de septembre, il va se faire remonter les bretelles, et puis finalement, il va abandonner l'idée. Mais ce qui va encore jeter encore plus de discrédit sur sa personne, parce que le mec, un jour il dit blanc, le lendemain il dit noir, le surlendemain il dit gris. Donc, comment avoir un président qui dit un jour une chose et qui le lendemain dit tout son contraire? Alors certains vous diront oui, mais c'est la politique. Certains vous diront oui, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ouais, enfin bon, il y a une différence entre le pochetron de bistrot qui change d'avis tous les 3 quarts d'heure et un président de la République. Quand même. Alors évidemment, la conjoncture fait que on est d'accord que l'État d'Israël dépasse les bornes sur son traitement vis-à-vis de la bande de Gaza, mais encore une fois, je vous répète ce que j'ai toujours dit depuis le 7 octobre, c'est une liquidation. Et donc dans une liquidation, tous les moyens sont permis. Aussi bien taper dans le tas avec des obus, prétextant que parce que le Hamas se planque dans des milieux civils, oui, j'ai envie de dire comme aussi ce que fait la Russie en attaquant des villes ukrainiennes. Ah, la Russie attaque des lieux civils, regardez les méchants, les barbares. Et non, parce que tout simplement l'armée ukrainienne a planqué des lance-missiles ou des je ne sais quoi d'autre dans les milieux civils. Je veux dire, aujourd'hui, la guerre moderne, vous savez, la technologie et la modernisation de la guerre a peut-être permis d'éviter de véritables massacres comme on a pu connaître dans les guerres au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Mais dans ces siècles-là, il y avait encore quelques codes. Donc évidemment, ça n'a pas empêché des pillages, des massacres de villages, etc. On est d'accord. Mais aujourd'hui, la guerre moderne, qui plus est la guerre conventionnelle, elle a des règles, mais certains s'absouent de ces règles et n'hésitent pas des fois à se planquer parmi les civils. D'où la raison pour laquelle les Américains, pendant un moment, ont commencé à établir des stratégies pour calculer le taux de perte. Ce qu'on appelle le dommage collatéral. Ce fameux dommage collatéral qui fait que malheureusement, dans certaines actions, dans certaines interventions, il y a des fois des civils qui meurent. Parce que malheureusement, ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Même parfois, ils n'ont pas le choix. On les oblige à rester parce que justement, ils servent de bouclier humain. Alors, si les Américains essayent de faire le minimum de dégâts, c'est pas le cas de certaines armées qui, elles, de toute façon, n'ont rien à foutre. On tire dans le tas et basta. Pourquoi? Parce que ça sert notre intérêt. Double intérêt pour l'État sioniste de dire, d'un côté, on élimine des Palestiniens, une purge, donc génocide, et de l'autre, si ça peut pousser ce qui reste à aller voir ailleurs, à quitter le territoire palestinien, nous, ça nous arrange. Sauf qu'à l'intérieur, il y a une entité qui s'appelle le Hamas et qui, elle, fait en sorte d'interdire aux Palestiniens de quitter le territoire. Parce qu'évidemment, le Hamas sert des civils pour se planquer derrière. Alors quand vous avez des gens qui se rendent intéressants en partant avec une flottille, là encore un bateau, là, on est d'accord que ça sert strictement à rien. Si ce n'est leur servir leurs petits intérêts, de faire parler d'eux. C'est de la com, purement de la com. Et vous verrez, comme je l'avais dit pour le bateau précédent, ils vont se faire arraisonner, ils vont se faire arrêter, et puis on les réexpédiera en France. Enfin, dans leurs pays respectifs, puisqu'il y a plusieurs ressortissants européens. Basta. Puis au final,
Ah, par contre, oui, on les reçoit en France comme des héros. On en fait des héroïques. Je vois pas ce qu'il y a d'héroïque à partir sur une coque de noix, en sachant pertinemment que de toute façon, à un certain mille nautique, tu vas te faire arrêter, arraisonner, arrêter, mis en cellule, interroger et réexpédier. C'est de la fabrication de faux martyrs. Voilà, tout simplement. C'est de la com. Ça ne sert à rien. Alors après, oui, évidemment, certains disent, oui, mais regardez, le gouvernement israélien, Netanyahou, ce n'est pas le juif israélien. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est comme les Gazaouis. Le Hamas n'est pas représentatif de la majorité des Gazaouis. Excusez-moi, mais c'est quand même les endroits où il y a eu ce qu'on appelle des processus démocratiques. Et ces processus démocratiques ont permis à ces gens d'être élus. Alors après, on peut discuter, hein, on peut débattre sur des chiffres, sur des contenus, sur des portions, des proportions, qui a voté, qui n'a pas voté, qui s'est abstenu, quelle est la proportion d'Israéliens qui ont voté, est-ce qu'il y a une majorité d'abstention, etc. Dans ce cas-là, il n'y a pas de légitimité. J'ai envie de dire, c'est un peu comme Macron, hein, c'est pareil. Hein. Le contexte. Est-ce que Macron a été élu 2 fois président parce que la majorité des Français ont voté pour lui ? Ou parce qu'ils ont majoritairement voté contre Marine Le Pen ? Est-ce que cette question, elle est légitime ? Eh bien, certains vous balayez la question, oui, mais c'est la démocratie. Et bien dans ce cas-là, j'ai envie de dire, Netanyahou, il est Premier ministre parce que c'est la démocratie. Le Hamas, il est légitime parce que c'est la démocratie. Parce que oui, si vous ne le savez pas, en 2007-2008, je crois, lorsqu'il y a eu des élections dans la bande de Gaza pour élire les représentations au Conseil de Palestine, le Hamas a reçu 71-72% des voix. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 71-72% des Gazaouis qui ont voté pour le Hamas. Alors après, vous pouvez me dire, oui, mais les élections étaient truquées, blablabla, etc. Oui, peut-être. Sans doute. Mais c'est la démocratie. Oui, mais il y a des pays qui se disent démocratiques alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Regardez la Russie, elle se prétend démocratique, mais Poutine, il est... Donc, c'est-à-dire que vous admettez que le système démocratique n'est pas parfait. Et que malheureusement, lorsqu'il est mal utilisé, le processus démocratique permet à des gens de prendre le pouvoir par quelques procédés, quelques tactiques, quelques stratégies. Et que par conséquent, en France, Emmanuel Macron a été élu non pas par une volonté populaire, par un choix populaire, mais par une stratégie. La stratégie du voter contre et non pas voter pour. Et résultat, malheureusement, vous en avez encore pour 2 ans. Et vous forcez de constater que depuis l'année dernière, depuis la claque des européennes, depuis la claque des législatives, vous avez un mec qui n'a plus aucune légitimité et qui pourtant reste toujours au pouvoir. Ce n'est plus de la politique politicienne, c'est un cirque. C'est le Barnum. Alors, vous avez sans doute entendu parler que le 10 septembre, il y a une invitation populaire à tout bloquer le pays, etc. Le seul problème, c'est que d'un côté, vous avez aujourd'hui des tentatives de certains organismes officiels, la CGT par exemple,
qui essaye d'organiser le 10 septembre des piquets de grève, etc., pour justement réussir à essayer de contrôler le mouvement. C'est-à-dire que oui, le 10 septembre, on va te faire une grève, mais par contre, le 11 septembre, on va dire « non, c'est bon, tout le monde repart au boulot, là. » Et de l'autre, vous avez actuellement des opérateurs idéologiques qui sont en train de vous dire que Nicolas qui paye est une idée d'extrême droite. C'est-à-dire que le concept de ce dont je vous ai parlé dans la vidéo de Nicolas qui paye, qui est un signe, on va dire, de ce ras-le-bol du contribuable français, de toujours payer pour tout et n'importe quoi, sans qu'on puisse justifier ou légitimer de la transparence des dépenses publiques à tous les niveaux. Eh ben non, c'est l'extrême droite. Ben oui, parce que il y aura toujours un phénomène naturel. C'est que vous aurez toujours des gens qui sont les bénéficiaires d'un système de gabegie, qui diront toujours que ceux qui veulent remettre en question le système dont ils sont bénéficiaires, eh bien vont accuser ceux-là d'extrême droite, de fachos. Il n'est pas facho de laisser crever des petits vieux avec des retraites minables. Il n'est pas facho de sacrifier sur l'autel de l'Europe un certain nombre de secteurs professionnels qu'on assassine à coups de taxes, à coups d'impôts, à coups de normalisation. Ça, c'est pas facho. En revanche, poser les bonnes questions, remettre en question des systèmes, des personnes, des idéologies, ça, c'est d'extrême droite. À partir du moment où, évidemment, les idées ne sont pas des idées de gauche. Donc oui, Emmanuel Macron, alors aux États-Unis, certains comparent Emmanuel Macron aujourd'hui à Pétain. Le collaborationniste. Le collaborationniste aux idéologies terroristes du Hamas. Alors moi, ma question que je me pose, c'est, je me dis, mais les réseaux sionistes en France, est-ce qu'ils n'ont pas les moyens de le dégager, Macron ? Si vous avez la réponse à la question, n'hésitez pas, en commentaire. Donnez votre avis, votre sentiment. Donnez des exemples de témoignages ou de sentiments qu'il y a aujourd'hui en France par rapport à cette information. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et gros bisous.